Si tu t'es déjà demandé si tu faisais les bonnes choses pour progresser en escalade, est-ce que tu as besoin de poutres? Est-ce qu'il faut que tu fasses du pan, de la kilter? Est-ce qu'il faut que tu fasses du renfo? Ou alors est-ce qu'il faut que tu travailles plutôt sur ton mental? Ce podcast est fait pour toi. Je m'appelle Jocelyn et aujourd'hui je vais échanger avec Fred Vionnet, qui est le co-auteur du livre Le mental du grimpeur notamment. Fred entraîne principalement des grimpeurs de rochers, que ce soit en bloc ou en falaise, entre le 6 et le 8. Depuis une dizaine d'années, il a déjà entraîné plus de 300 grimpeurs, donc clairement, il y aura beaucoup de matière. On va principalement échanger dans ce podcast autour de l'outil d'entraînement qui est la poutre, mais on va aussi aborder le pan, l'évolution de la grimpe depuis ces dernières années, et l'importance de prendre du recul sur sa pratique pour progresser sur le long terme. Déjà, les grimpeurs que tu accompagnes, en général, ils sont plutôt dans quelle cotation, et c'est plutôt quel type de grimpeur déjà? Des falaisistes et bloqueurs qui sont du 6 au 8, quoi. Okay. Mais je peux voir un grimpeur qui fait du 8A et qui n'a pas de force en tri-tendu ou en arqué. Vraiment, ça c'est très très classique pour moi. Quand tu dis pas de force, ça veut dire quoi à peu près sur du Tindeck? Tu fais les tests, j'imagine? Même pas. Moi, je prends quelqu'un, je lui demande de se pendre sur une réglette de 20 mm comme il veut. Ouais. Déjà, je veux voir comment il se pend. Donc, il va aller vers sa préférence. Ouais. Et non, déjà, sans le Tindeck, tu vois déjà beaucoup de choses. Et... très bien voir un grimpeur de 7A, 7B, tu vas lui... de falaise, je parle. Tu lui demandes de te pendre en tri-doigt tendu de main sur une 20 mm, il n'y arrivera pas. Ok. Ou au contraire, lui demander de se pendre en semi-arqué. Donc, semi-arqué, tu as le petit doigt qui est en plus. Et l'autre doigt en arqué. Et il n'y arrivera pas. Il sera obligé d'arquer complètement et de mettre le pouce dessus. Ok. Ouais, ça c'est très classique. Jusqu'au 8A, tu peux avoir, mais c'est plus des cas, je m'en souviens parce qu'ils m'ont marqué en fait. Au-delà du manque de force, c'est un gros manque de polyvalence en fait. De ne pas maîtriser toutes les préhensions déjà. Ouais, c'est vraiment... Et après, une fois que tu maîtrises tout, tu peux faire de la force. Mais d'abord, il faut construire les fondations. Ouais, ça se recoupe sur effectivement, avant de commencer à faire de la force à doigt, déjà travailler toutes les préhensions sur des préhensions en tenant longtemps les prises pour avoir l'habitude de les tenir plutôt que s'entêter direct à faire de la force en semi-arqué alors que t'es une chèvre en tendu au final, en tri-tendu. Ouais, et puis apprendre à les utiliser en grimpant aussi. Ouais, forcément, ouais. On utiliser les pouces, mais bon, si t'es par exemple dans le 7, ça tu sais faire. Alors Fred, chez les grimpeurs que tu accompagnes, est-ce que tu vois souvent des gens qui pensent que leur problème vient des doigts alors que la limitation, elle vient d'ailleurs? J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils se blessent souvent aux doigts. Okay. Vraiment, c'est une part importante des grimpeurs qui viennent me voir, donc eux, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit la force ou pas, ils savent qu'il y a un problème qui vient des doigts. Par contre, après, souvent les grimpeurs viennent me voir parce qu'ils ont un plateau. Ouais. Et là, c'est vrai que souvent, quand tu testes les doigts, tu te rends compte que c'est un manque de force doigt, ok, mais c'est surtout un manque de polyvalence dans les préhensions. Bon, tu as deux cas, tu as les gens très forts entendus. Ok. Tu as les gens naturellement, je parle. Ok, après, naturellement. tu as les gens très forts en arqué. C'est vraiment marqué, donc c'est vraiment très marqué. Ouais. Et il y en a qui en ont conscience, mais souvent, ils n'en ont pas conscience, les gens, en fait. Donc, tu veux progresser en voix, tu plafonnes dans le 700 en voix, tu n'as pas de rési. Et en fait, tu vas te rendre compte que le grimpeur, il a très peu de force en arqué ou en semi-arqué. D'accord. Donc, du coup, il aura du mal à avoir de la rési. Et tu repasses par la force doigt pour reconstruire plus de polyvalence, plus de force. Et tu vas améliorer d'autres choses. Mais quand on vient me voir pour la force doigt, c'est par rapport au doigt. On vient me voir pour les doigts, c'est pour la blessure. Donc, il vient rarement me voir pour la force doigt. Ou alors vraiment un grimpeur très fort qui vient pour un truc très précis. Chez les grimpeurs que tu accompagnes, est-ce que tu vois souvent qu'il y en a qui pensent que leur souci, ça vient des doigts, alors qu'en fait, c'est peut-être la technique, c'est peut-être la position du bassin, c'est peut-être la position des doigts, et qui se disent, ils pensent que c'est vraiment, ils manquent de force, alors qu'en fait, genre, j'ai pas réussi cette voie-là parce que je manque de force, alors qu'en fait, le problème, c'est carrément autre chose. Non, c'est... En fait, la personne qui va me voir et qui va me dire j'ai vraiment un problème de force doigt, c'est qu'elle a expérimenté, qu'elle a déjà quasiment trouvé des solutions. Okay. Sinon, ça va plutôt être je suis nul dans les murs verticaux. Peut-être tu sais pas arquer. Ça va être je suis nul en dévers. Donc évidemment, il y a le mental, il y a la technique, et il y a aussi peut-être
un manque sur les plats, par exemple. Je dis n'importe quoi là, je te fais des caricatures, mais Ouais. non, c'est à moi de creuser. Et souvent, l'un de mes outils, ce sera la force doigt ou là, surtout, comme on disait tout à l'heure, la polyvalence dans les Ouais. fonctions. Et tu penses que ça a évolué, genre par rapport à avant, quand tu commençais à... Enfin, par rapport à toutes tes années d'entraînement, du coup, ça fait un moment que tu suis des grimpeurs. Cette tendance-là, elle a évolué dans le temps ou ça a toujours été un peu ce côté-là polyvalent qui manquait? Moi, il y a un truc qui me marque, c'est que des fois, je vois des grimpeurs qui ne savent pas du tout arquer, qui prennent des prises en griffe. C'est plutôt des grimpeurs de 6. Ah oui, qui mettent carrément les... Prises en griffe, peut-être que je vais dire ça, les glosards vont hurler, mais ça sert à rien. Non, ça sert dans des cas extrêmes, très très rares. Ouais. Et parce qu'ils savent pas arquer, en fait. Donc, peut-être qu'on pourrait dire qu'avec les salles modernes, les grimpeurs ont surtout appris à grimper sur des plats et qu'on leur a beaucoup dit que les arquets, il fallait pas en faire. Ouais. Du coup, peut-être, mais dur à vérifier. C'est le cercle vicieux. Je me blesse en arqué, du coup, je fais pas d'arqué, je me blesse encore plus. Ça, c'est classique. Ça, c'est important de le dire. Éviter une préhension, parce qu'on te dit qu'elle est traumatisante, et du coup, tu la fais pas, et du coup, tu te blesses encore plus. Alors, Ouais, souvent, on préconise de travailler en semi-arqué et en tendu, parce que ça évite d'avoir des préhensions trop traumatisantes. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu communiques par rapport à ça pour tes pratiquants? Il faut travailler toutes les préhensions pour éviter le risque de blessure. Ouais. Le full arqué, le bidois, le mono, le bi-arqué, mais là, tu charges moins, en fait. Ouais. Des temps plus longs, des RPE plus bas, mais il faut les travailler pour éviter la blessure. Ouais. Et après, pourquoi pas prendre le risque de charger fort en full arqué, par exemple, si tu en as vraiment besoin, mais tu le fais d'une manière intelligente, Oui, avec beaucoup de repos, en étant progressif. Mais le jeu, pour la majorité des gens, le jeu en vaut pas la chandelle, je pense. Ouais, déjà pour un peu monsieur, madame, tout le monde qui commence à grimper, qui découvre l'escalade en salle. Donc là, pas du tout le type de personnes que tu accompagnes, mais plutôt les personnes qui, on va dire, débutants et qui arrivent vers du niveau intermédiaire. Clairement, tu préconiserais plutôt d'aller sur des préemptions un peu globales et travailler spécifiquement selon les projets. Mais souvent, à ce niveau-là, il n'y a pas encore vraiment de projet dédié pour ce type de grimpeur-là. C'est plus progresser, et progresser, c'est tellement vaste qu'il n'y a pas de projet spécifique, quoi. Moi, je pense que pour les débutants en salle, ça peut être bien d'avoir un éducatif sur les différentes préhensions, tout simplement. Ouais. Pour avoir conscience des différentes préhensions, de ce qu'ils savent pas faire, et puis leur apprendre à s'échauffer surtout. Ouais. Ça peut être bien. Du coup, en échauffement en suspension légère, ce genre de choses. Voilà, un pied au sol. On n'est pas du tout dans la force, donc on est dans l'éducatif. Ouais. Je pense que ça a du sens. Ouais, déjà comprendre les sensations que ça fait pour pas se retrouver à forcer sur des prises quand tu es en train de grimper. Ce genre de choses, quoi. Voilà, pas t'as ce trou, pas le prendre bêtement en bidois arcade, tirer comme un fou, alors qu'en fait, il faudrait le prendre en tendu et se placer. Ouais. Pourquoi pas. Il y avait une question sur comment toi, dans ta pratique, tu utilises les poutres. Parce que je sais que tu t'étais déjà blessé au doigt, par exemple, et du coup, tu avais fait des protocoles de remise en charge, par exemple. Moi, comme tous les grimpeurs qui ont expérimenté, testé, fait n'importe quoi, je me suis beaucoup blessé au poulie parce que je m'entraînais mal. Ouais. Et, ça m'arrive encore, je pourrais être honnête, de temps en temps, si je fais tous les 2-3 ans, de me tirer un peu une poulie. Quand je fais une séance fatiguée et que je veux pas accepter que je suis fatigué, Ouais. ça marche pas. Quand je fais une séance que je suis fatigué et que je tire alors qu'il faudrait rien faire, ça m'arrive encore un petit peu. Ça m'est arrivé il y a 1 an, ça m'a pas gêné, ça m'a un peu gêné pendant 2 mois. Mais... Ouais. Alors, moi, j'utilise la poutre pour m'échauffer tout le temps maintenant. Ok. Et au sol. Tout le temps. Même un peu en falaise avec une poutre portative. Ouais. Je l'utilise toujours en entraînement sur les préhensions traumatisantes, les monos, les bi-arqués. Ok. Surtout détendu. Toujours ça, tout le temps. Et des fois, je fais un peu de force sur des plats ou les tritendus ou les semi-arqués. Mais depuis que j'ai un pan chez moi, que j'ai des bons outils d'entraînement, je fais beaucoup moins de poutres en fait. Ok. Je peux faire du pan, grimper sur des prises variées et faire un petit peu de poutre, je veux dire en force max. C'est intéressant d'en faire de temps en temps parce que tu gagnes du temps, tu es plus précis. Puis j'aime ça en fait. C'est mathématique, c'est facile de progresser. Ouais. Mais j'en fais beaucoup moins. Par contre, pour les blessures, prévention de blessures, j'en fais beaucoup.
tu utilises principalement donc en échauffement, prévention, donc histoire d'être conditionné, et Voilà. l'autre partie plus en termes force max, quoi. Et ensuite, entre les deux, c'est le pan, au final. Ouais. La poutre pour progresser en force max, ouais, c'est super intéressant, complément du pan. Ouais. Mais il faut pas être trop gourmand, en fait. Si un exercice à 10 secondes, a un RPE de 6 sur 10, donc c'est pas très intense, pas vraiment de la force max, te fait progresser en force max, il faut rester là-dessus. Ok. Il faut toujours en garder sous le coude. Ok. Faut trouver l'exercice le moins intense qui te fasse le progresser dans la haute intensité. Ouais, du coup, là, c'est plus sur les protocoles type endurance de force. C'est ceux-là qui sont intéressants dans le sens où tu gagnes quand même de la force tout en restant en endurance. Voilà. Du coup, tu es beaucoup moins risqué d'arriver dans une intensité carrément dans le rouge. Et du coup, tu t'évites plus les risques de blessure, quoi. Voilà. C'est sûr que quand tu es dans le 8C bloc, il faut te lester à 40 kg sur des 10 mm, etc. Enfin, c'est un exemple. Oui. Ton corps réagit, tu progresses, mais si faire des 10 secondes à poids de corps, ça te fait progresser en force, que tu tiens bien les réglettes quand tu grimpes, Oui. Ouais, et que tu avais 4 secondes de marge sur tes suspensions, eh ben, faut rester à ça, faut pas être plus gourmand, ça sert à rien. Ouais. Ouais, donc en gros, pas courir vers le raccourci. On va partir sur les suspensions max où tu te laisses carrément ton poids de corps plus autant d'haltères pour faire ton double de ton poids de corps. Au final, bah, c'est cool, tu vas peut-être muter, mais en fait, tu progresses peut-être trop vite pour que tes tendons s'adaptent, en fait. Ouais, clairement. Ouais. Ok. Ouais. Ça, c'est vraiment important, je pense. Bon, je pense pas que ce soit les grimpeurs en général, mais quand on veut progresser, on cherche souvent la solution qui permet de progresser vite. Forcément, on est toujours un peu gourmand. Et du coup, le risque, c'est souvent de se dire, bah, en fait, quel est le meilleur protocole qui va me faire gagner en force le plus vite? Et à vouloir le répéter trop, le problème, c'est qu'on arrive dans un risque de blessure forcément rapide, parce que plus c'est intense, plus c'est énergivore pour le corps, quoi. Ce qui est vraiment important sur la poutre, c'est de jamais aller jusqu'à l'ouverture des doigts. Il faut toujours s'arrêter avant. Ouais. On appelle ça le RPE, ou comment tu disais tout à l'heure, toi? Tu disais le ressenti. Temps de réserve. Ah oui, temps de réserve. Ouais, Oui, temps de réserve aussi. Par exemple, si mon max c'est 8 secondes sur cette prise et que je fais des suspensions de 6 secondes, il me reste 2 secondes de marge, ce sera suffisamment intense probablement pour me faire progresser. Oui. Probablement. Donc on reste à 6 secondes et on ne va pas martyriser ces poulies à ce qu'elles s'ouvrent sous la charge à la 8e seconde. Ouais. En fait, franchement, quand tu fais le parallèle avec la musculation en général, on va juste prendre l'exemple du squat. Bah, c'est exactement la même chose pour progresser en squat. Tu vas pas faire du squat max. Je sais pas, ton max c'est 120 kg. Tu vas pas faire des répètes à 120 à chaque fois que tu vas faire une séance de squat. Tu vas faire 3-5 répètes où tu seras à 80% de ton max. Et c'est comme ça que tu vas progresser sur le long terme en évitant de demander à ton corps ta limite à chaque fois. Au final, c'est tellement logique, mais c'est juste qu'on n'y pense pas forcément quand on commence. Mais dans la grimpe, c'est pas encore ça. Moi, quand j'ai un nouveau client qui veut progresser en force, un nouveau grimpeur, j'aime bien lui dire moi, je peux te faire muter en force doigt en 3 semaines. Par contre, j'assure pas le service après-vente. Oui. C'est vraiment facile de progresser musculairement très vite en force doigt. Très facile. Mais est-ce que les ligaments et les tendons tiennent derrière? Il y a des gens qui se blessent jamais, ça marche. Mais vraiment être patient et prendre le temps et voir ça sur des années. Après, ça dépend tellement aussi du passif de sport que la personne a. Parce que, je sais pas, un sportif qui débute l'escalade, qui n'a jamais pour autant travaillé avec ses avant-bras, genre un coureur, il aura peut-être un très bon cardio, il aura peut-être une très bonne endurance, mais les avant-bras, elles seront très vite dans les choux, quoi. Ouais, mais à part les judokas et les gars qui font du vélo de descente, il n'y en a pas beaucoup qui sollicitent leur avant-bras, non? Je sais pas. Même leur toupie, à part les judokas. Ouais. Après, peut-être certains métiers manuels où tu peux avoir les mains à la pâte, hein. Peut-être qu'un boulanger. Un tailleur de pierre, il tient les pinces. Il peut faire du pick-up. Effectivement, ça dépend tellement du passif que j'essaye de. Souvent, je communique là-dessus, c'est les tendons, c'est minimum 6 mois à 1 an pour s'adapter. Donc, aussi souvent pour ça qu'on parle de commencer les suspensions pas avant 1 an et demi, voire 2 ans d'expérience de grimpe, parce que sinon, le corps, il est pas encore trop prêt, quoi. On dit toujours, faut pas que les jeunes fassent de la poutre. Moi, je préfère un peu les amener, leur montrer. Oui, pour qu'ils comment faire, pas faire n'importe quoi, surtout sur le planguliche, parce que de toute façon, tu sais que dès qu'ils ont tourné, t'auras tourné le dos, ils vont y aller. Ouais. Donc, du coup, pour toi, le planguliche, c'est la même chose qu'une poutre, de toute façon. C'est juste que c'est plus interactif.
Non, c'est pire parce que tu as l'effort pliométrique quand même. Ouais, parce que du coup, tu as les mouvements. Et ça demande un plus gros backup, plus grosse expérience de tenue de prise, aussi placement d'épaule, placement de coude. Ouais. Et de gestion de l'intensité encore plus fine, en fait, par rapport aux efforts que tu mets. Ouais. C'est encore traumatisant, je pense, mais terriblement efficace. Ouais, parce qu'en plus, tu peux bosser l'explosivité, un truc que tu peux pas trop bosser sur une poutre classique, quoi. Ouais, il faut un pan, quoi. Ouais, il faut un pan. Tu voulais parler des panneaux. Et en parlant de panneaux... En parlant de panneaux... Justement, il y a eu un petit passage qui est sympa avec justement Adam Ondra qui parle des grimpeurs vraiment actuels, vraiment ceux qui ont découvert l'escalade par les salles de bloc vraiment très commerciales. Et justement, il disait qu'il trouvait que les gens devraient faire plus de spray wall plutôt que de chercher directement de la force. Physically oriented, which is like really efficient, I think, in terms of like if you want to get strong, but maybe some people really make mistake that they focus on the physicality of the climbing way too much. Yeah. So climbing on a spray wall is something that people don't do enough these days, you think, right? I think so. Et donc clairement, je pense que là, toi, t'es totalement d'accord avec ça. Alors, Adam Ondra, je l'aime bien, hein, il est super gentil. Mais les pans, il n'y en a pas en fait dans les salles commerciales. Ou alors ils sont pourris, ou alors c'est des moonboards, c'est trop dur, ou c'est des kilterboards, les préhensions sont hyper standardisées. Ouais. C'est tous les mêmes prises. Ouais, c'est ce qu'il disait donc aussi. Le pan, c'est clair. Il disait ça aussi au niveau du moonboard et du kilter. C'est des bons outils, mais ils sont aussi trop axés force. Et justement, il parlait vraiment du spray wall comme. Les préhensions. Ouais. Mais il n'y en a pas dans les salles en fait. C'est très peu. Mais dans les années 90, on en avait tous. Hein. Ouais. On avait partout des pans. Et là, en Haute-Savoie, ça reprend. Hein. Nous, il y a l'arc-libre maintenant chez nous. Ouais, forcément. Pour bosser, pour les gens que j'entraîne. Mais dans la région, il y a plusieurs personnes qui ont fait des pans dans leur grange. Hein. Ouais, pendant les granges. Je connais au moins 4 beaux pans dans des granges, voire 5 en moins d'1 heure d'ici. Hein. Ouais, c'est pas pour rien en fait. Ouais. Déjà, c'est pour être au calme, parce qu'il y a trop de monde dans les salles, mais c'est aussi parce que c'est le meilleur outil. Hein. Ouais. Le pan, c'est le meilleur outil, tu travailles tout. Ouais. Tu travailles ta force, ta technique et ton mental parce que tu traces. Tu traces, tu visualises, tu modifies. Le mouvement est moche, il passe mal, tu modifies la prise de pied, tu as un placement plus technique, plus agréable, etc., etc. Tu travailles tout en une fois en fait. Ouais. Tu n'arrives pas où tu consultes les blocs de couleurs. Moi, j'adore faire du AV dans les salles, mais le meilleur entraînement, c'est le pan. Enfin, le meilleur entraînement pour un falaisiste, c'est de faire de la falaise. Le meilleur entraînement pour un bloqueur, c'est de faire du bloc. Ouais. Mon numéro 2, c'est le pan. C'est sûr. Ouais, donc... Mais il en faut quoi. Et le pan, c'est un outil qui n'est pas facile à utiliser, hein, qui déboussole les gens au début, parce qu'en fait, t'es devant les prises et... Tu sais pas quoi faire. T'as une infinité de solutions, de possibilités. Et c'est à toi de tester, de prendre tes repères petit à petit avec essai-erreur, des mouvements moches, des mouvements trop faciles, des mouvements impossibles qu'il faut mémoriser. Ouais. Et après, c'est génial parce que, par exemple, moi, je vais dire à un gars, une personne que j'entraîne, tu traces un bloc et toutes les 2 minutes, tu fais ce bloc en modifiant une prise de main, une prise de pied. Donc là, tu vas tout travailler en même temps. Tu vas faire 5 fois ce bloc où à chaque fois, tu tires sur des réglettes ou des pinces ou peu importe. Ouais. Mais à chaque fois, tu vas devoir te concentrer parce qu'il y a une prise qui change. Ouais. Et réajuster ton placement. Mais c'est complexe, hein. Tu es obligé d'être vraiment concentré. Oui, parce que en fait, le temps de te recomposer, il y a des trucs qui changent, du coup, tu dois réfléchir sur place, quoi. Ouais. Et il faut vraiment bien connaître le pan. Ouais. On va repartir plus sur des grimpeurs, on va dire, normaux, qui sont entre le 6 et le 7, mais qui ont envie d'apprendre un peu à s'entraîner. Moi, personnellement, ce que j'essaye de conseiller à certains des gens que j'accompagne, c'est, par exemple, faire du 4x4 dans les salles de bloc. Donc, soit le même bloc qu'ils font 4 fois de suite, mais à chaque fois qu'ils le refont, soit il y a un mini défi, genre une prise en moins, ou ils s'arrêtent pendant quelques secondes sur une prise, ou alors ils le refont, mais ils mettent beaucoup d'intention sur la qualité. Chaque fois qu'ils y retournent, il faut que ce soit plus propre que la précédente. Mais à chaque fois, c'est des astuces, c'est un peu triché par rapport à ce qu'un pan pourrait faire, par exemple, parce que, en fait, tu dois faire en fonction de la salle de bloc, le monde qu'il va y avoir, ça se trouve, ça sera pas possible de le faire. Ça se trouve, la personne va grimper avec quelqu'un, donc en fait, elle sera pas dans sa séance, ça sera plus en mode, bon, en fait, j'ai envie de faire une séance de fun. Et du coup, réussir à composer avec tout ça, je trouve ça assez complexe. Je sais pas comment toi tu l'as géré, ou alors t'as peut-être pas besoin de le gérer, c'est pour ça que t'as créé l'arc-libre, justement.
Moi, j'entraîne que des gens que je vois déjà, et les gens que j'entraîne, je connais leur lieu. Parce qu'ils sont pas très loin, une clientèle locale. Ouais. Donc, l'avantage, c'est que je vois à peu près les contraintes qu'ils vont avoir. Oui, tu connais les salles, Mais- du coup, tu sais ce... Mais effectivement, tu dois faire une série 5 blocs à la suite, très des physiques. Dans cette salle de bloc-là, il y a bien des chances pour qu'il y en ait 2 qui soient trop faciles et un trop dur. Ouais, c'est ça. Donc, il faut l'adapter en ajoutant ou en enlevant une prise. Mais est-ce que ce sera vraiment dans l'intensité visée? Ouais, c'est ça qui est... Je sais que les salles de bloc, c'est pas du tout fait pour l'entraînement. Ouais. Ça marche pas avec. Mais oui, vu que je connais les lieux, je m'en sors. Ouais, tu peux réadapter. Je m'en sors. Et du coup, sur cette notion justement de ressenti RPE, c'est aussi un truc sur lequel Ouais. je mets beaucoup l'accent maintenant. Dans une séance, je vais dire par exemple, cette séance-là, ton RPE, il doit être... je mets toujours des fourchettes quand même, entre 4 et 6 par exemple, histoire d'être quand même... Ah ouais? histoire d'avoir... Ouais, histoire de pouvoir avoir... Oui, mais après, il faut une fourchette de la fourchette. Non, je sais pas. Je suis d'accord. Après, ça devient... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Après, ça devient un râteau et Moi, donc je là, on est foutu. Après, on va faire les foins, quoi. Mais, ouais, le RPE, au début, quand j'avais vu ça dans d'autres sports, parce que bon, dans la grimpe, on est toujours largué. C'était avant le Covid, je crois. Je vais noter ça. Et depuis que j'ai commencé à utiliser le RPE, moi j'ai testé sur moi au début, je peux plus m'en passer. Tous les gens que j'entraîne passent par le RPE. Ouais. Je ne conçois plus en entraînement. Enfin, pour moi, ça n'a plus de sens. Au début, j'étais là, quand j'entendais les cadors de l'athlétisme ou les prépas physiques multisports, les cadors qui parlaient de RPE, j'étais un peu sceptique. Ouais. Peut-être faire un mot de la fin par rapport au côté que Yania disait, ce que j'utilise dans la vidéo. Elle dit que le M-boarding, c'est d'après elle une des plus grosses erreurs. Après, elle nuance en disant que si ça marche pour certaines personnes, autant qu'elle continue. Mais du coup, toi, ton plus gros conseil pour quelqu'un qui veut progresser, ça serait quoi? Quand tu te blesses et ou que tu progresses pas, qu'il faut te poser des questions. Et là, le problème, il est quoi à la base? Il est mental, en fait. Parce qu'il faut que tu arrives à avoir du recul pour comprendre voir ce que tu fais. Ensuite, comprendre ce que tu fais mal, l'accepter et puis changer. Et tout est mental, en fait. La progression, à la base, c'est mental. Puis il y a des gens, ils ont besoin de rien, ils font tout à l'instinct, ils ont une intelligence intuitive qui fait qu'ils comprennent, qu'ils s'adaptent toujours à ce qu'il faut faire, qu'ils se remettent en question. Je sais pas s'ils réfléchissent beaucoup ou en fait c'est intuitif. Le gros conseil, c'est à partir du moment où tu arrives dans cette notion de plateau qui arrive quand même quasiment pour tout le monde quand tu t'entraînes pas sérieusement, c'est à partir de là où il faut prendre le recul sur ok, qu'est-ce que je fais maintenant qui fait que ça marche pas, et là c'est difficile. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils sont complètement perdus, ils sont dans un plateau, ils ont cherché, ils voudraient s'entraîner différemment, mais il y a trop d'infos, ils savent pas où ils en sont. Ça arrive souvent aussi, oui. Même s'ils ont un bon recul sur eux-mêmes, pardon. Maintenant, ouais, justement, cette notion de il y a beaucoup trop d'infos, plus ça avance, je trouve que c'est de plus en plus exacerbé, surtout avec les IA, etc., où au final, maintenant, tu poses ta question, tu auras des réponses, mais si tu recreuses, tu te rends compte que tu as d'autres réponses contradictoires. T'as rien que là, ce qu'on parlait du ressenti, le RPE, on peut le calculer de 10 manières différentes, au final, il n'y en a aucune qui sera jamais bonne, au final, de toute façon. En tout cas, pas pour tout le monde. Enfin, tu fais comment pour une personne comme ça qui arrive ? Tu lui fais poser les bases ? Tu discutes beaucoup et tu la regardes grimper, en fait. Ouais. Mais je fais pas de 100% à distance, donc je la regarde grimper. Mais et puis le côté psychologique est hyper important, en fait, parce que tu as deux profils, quoi. Tu as les gens qui se protègent quand font pas assez, qui sont vraiment dans leur zone de confort, même si j'ai horreur de cette expression. Ouais. Et puis, tu as au contraire les gens qui vont en faire beaucoup, toujours se fatiguer, toujours vouloir être dans l'échec. Je pense que c'est ça qui marche. Ouais. Et tu vois où tu en es là-dedans. Mais c'est beaucoup du relationnel, en fait. Si tu es arrivé jusqu'ici, un grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'était mon premier, donc c'était vraiment cool de pouvoir faire ça avec Fred. Encore une fois, grand merci à Fred pour sa disponibilité, parce que franchement, je l'ai prévenu entre Noël et l'an que j'avais besoin de lui pour faire une vidéo, et il a répondu présent super vite, donc franchement, un grand merci. Je pense que ça t'aura aidé énormément à apprendre des choses, à prendre du recul sur ta pratique.
Si tu veux soutenir la chaîne et le contenu que je propose, tu peux le faire en rejoignant le membership YouTube. Ça m'aidera énormément à pouvoir proposer différents types de formats. J'en profite également pour remercier Aimé, qui est le premier à avoir rejoint le membership justement. C'est ce qui me permet de continuer à produire plus de contenu régulièrement sans être dépendant de sponsors ou autres. Dans tous les cas, tu peux aussi tout simplement t'abonner, ça aidera également énormément. En attendant, je te laisse une vidéo juste ici qui te permettra d'approfondir les différents types de séances que tu peux mettre en place dans ta pratique d'escalade. Sur ce, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao!